Et une chose que je trouve très étrange, c'est que nous avons cette surface dure, mais elle a quand même une couleur plus sombre. Si c'est une surface dure, elle devrait avoir cette couleur blanche partout. Le 19 juin 2011, Dennis Asberg et Peter Lindbergh n'étaient pas en quête de mystère. Les fondateurs d'Ocean X étaient des chasseurs de trésors, experts dans la localisation de cargaisons perdues et de bouteilles de champagne rares, dissimulées dans des épaves vieilles de plusieurs siècles et préservées par la mer Baltique. La Baltique ne ressemble à pratiquement aucune autre étendue d'eau sur Terre. Sa faible salinité, ses températures glaciales et l'absence d'organismes dévoreurs de bois conservent les navires engloutis pendant des centaines d'années. Des vaisseaux datant des années 1500 reposent encore sur le fond marin, avec des détails d'une intégrité stupéfiante. Dennis avait passé des années à scruter des écrans sonars saturés d'épaves et de formations naturelles, mais ce matin-là a tout changé. Alors que l'image sonare se dessinait lentement sur le moniteur, l'équipage plongea dans le silence. À 90 mètres sous eux reposait un objet circulaire massif, large de près de 60 mètres. La taille à elle seule était choquante, mais c'est la géométrie qui les troubla le plus. Des bords rectilignes, des angles vifs, des structures en gradins ressemblant à des escaliers. Derrière l'objet s'étirait une traînée aplatie de près de 300 mètres de long, comme si le disque avait labouré le fond marin avant de s'immobiliser. Pour Dennis, cela n'avait rien de naturel. Ses années passées sur l'océan lui avaient appris comment la géologie se comporte. La nature crée des schémas chaotiques. Les formations rocheuses s'érodent de manière inégale. Le corail se ramifie de façon organique. Mais cet objet semblait délibéré. L'anomalie trônait sur une base en forme de pilier d'environ 7,5 mètres de haut, lui donnant l'allure d'un champignon géant ou d'une forteresse. Des marques circulaires couvraient le sommet ainsi que des crêtes géométriques qui semblaient agencées intentionnellement. L'équipage survola les coordonnées à plusieurs reprises, s'attendant à ce que l'image sonare se déforme ou disparaisse. Ce ne fut jamais le cas. Chaque balayage révélait la même structure, les mêmes arêtes, la même symétrie impossible. L'objet paraissait métallique ou volcanique et pourtant d'une certaine manière manufacturé. Plus déroutant encore, l'immense trace de glissement derrière l'objet. Quelle force aurait pu traîner une masse de 60 mètres sur le plancher océanique et laisser un chemin parfaitement aplati derrière elle ? Les sceptiques suggérèrent rapidement un bloc erratique, l'un de ces rochers massifs déposés par la fonte des glaciers il y a des millénaires. Mais Dennis rejeta immédiatement l'explication. Les glaciers ne créent pas d'escalier. Ils ne sculptent pas de cercle parfait et ne laissent pas de surface marquée au carbone. Et ils ne traînent certainement pas d'objets gigantesques sur près de 300 mètres de fond marin avant de les déposer sur place. Si la structure était d'origine humaine, elle devrait alors précéder toute civilisation connue. Il y a 14 000 ans, la région de la Baltique était encore une terre émergée. Cela rendrait l'objet bien plus ancien que n'importe quelle société connue capable d'une telle ingénierie. Pourtant, s'il s'agit d'un phénomène naturel, le nombre de coïncidences nécessaires pour l'expliquer devient presque impossible à croire. Les premières plongées n'allaient qu'épaissir le mystère. La visibilité dans les profondeurs de la Baltique était épouvantable. À 90 mètres de profondeur, la lumière du soleil disparaît totalement. Les plongeurs ne comptèrent que sur de faibles lampes portatives pour percer la vase épaisse et l'obscurité. En approchant de l'anomalie, beaucoup ont signalé une désorientation et des maux de tête dus à la pression. Mais même à travers l'eau trouble, ils ont décrit avoir touché des surfaces qui ne ressemblaient pas à de la pierre ordinaire. L'extérieur semblait calciné, lisse par endroits, moulé plutôt que formé naturellement. Plus l'enquête progressait, plus l'anomalie devenait étrange. L'objet ne reposait pas simplement sur le fond marin, il semblait fusionner avec lui. Les relevés sonars suggéraient des structures géométriques rigides sur le sommet, incluant ce que Dennis a décrit comme une plaque semblable à une écoutille. Certains plongeurs ont signalé des formations en gradins semblables à des escaliers menant vers une ouverture sombre au centre. Puis, l'électronique a commencé à tomber en panne. Dès que l'équipe d'Ocean X a positionné son navire directement au-dessus de l'anomalie, les téléphones satellites ont cessé de fonctionner. Ni signal faible, ni interférence. Des coupures totales. L'équipage a testé de nombreux appareils et de nombreuses marques. Chaque téléphone s'éteignait dans ce même périmètre invisible. En s'éloignant du site, tout revenait à la normale. D'autres systèmes ont suivi. L'équipement sonar a connu des défaillances. Les caméras se sont remplies de parasites et se sont éteintes. Sous l'eau, les ordinateurs de plongée se sont figés. Les systèmes de communication se sont dissous dans un grésillement.
Ces pannes se produisaient de manière trop systématique pour n'être qu'une simple coïncidence. Dennis est devenu convaincu que quelque chose à proximité de l'objet émettait des interférences, que ce soit par magnétisme ou par une forme de signal. Cette suspicion s'est renforcée lorsque les analyses en laboratoire sur les échantillons récupérés ont révélé des matériaux inhabituels. Les spécialistes ont identifié de la limonite et de la goethite, des oxydes de fer généralement liés à une chaleur intense et à des métaux transformés. Des traces de manganèse suggéraient une exposition à des températures dépassant de loin ce qui se produit naturellement au fond des mers. Les plongeurs avaient déjà décrit une couche semblable à de la suie noire recouvrant la surface. En la grattant, elle ressemblait à des traces de carbone fusionnées aux matériaux sous-jacents, semblables aux résidus laissés sur les boucliers thermiques des engins spatiaux après une rentrée atmosphérique. Certains chercheurs ont discrètement pris leur distance avec le projet. D'autres auraient refusé de publier leurs conclusions. Dennis a vu l'intérêt s'évanouir dès que l'anomalie entrait dans les circuits académiques officiels. C'est alors qu'est apparu le détail le plus troublant de tous. Selon Dennis, l'équipe a détecté une impulsion de 5 Hz émanant de la zone. Les signaux à ultra basse fréquence de ce type sont généralement utilisés par les militaires pour communiquer avec les sous-marins, car ils pénètrent profondément sous l'eau. Produire de tels signaux nécessite des infrastructures et des systèmes énergétiques colossaux. Pourtant, au fond de la mer Baltique, quelque chose semblait en émettre un sans aucune source visible. Cette découverte a alimenté des théories sans fin. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une technologie nazie secrète, abandonnée là après la Seconde Guerre mondiale. La Baltique a été largement utilisée pour des expérimentations militaires, y compris pour des systèmes radars et la recherche sous-marine. Une installation massive de brouillage radio paraissait d'abord plausible, mais la théorie s'est effondrée face à un problème. L'objet paraissait bien plus ancien que les années 1940. Les sédiments l'entourant suggéraient qu'il était resté incrusté dans le fond marin pendant des millénaires. Cela laissait place à une possibilité terrifiante. Si l'anomalie datait réellement de 14 000 ans, alors la chronologie de l'humanité pourrait être incomplète. Dennis a passé des années à tenter de financer de nouvelles expéditions équipées d'électronique blindée et de drones sous-marins perfectionnés. Il pensait que les pannes électroniques n'étaient pas accidentelles, mais intentionnelles, presque comme un avertissement. Pour lui, l'anomalie se comportait moins comme un rocher que comme une machine. Les géologues continuaient d'insister sur le fait qu'il s'agissait d'une formation naturelle. Ils désignaient des échantillons de roches volcaniques récupérés sur le site. Mais il n'y a aucun volcan dans cette région de la Baltique. D'autres soutenaient que l'érosion suffisait à expliquer ces formes. Dennis rétorquait toutefois que l'érosion ne produit jamais de conduits parfaitement circulaires, de couloirs géométriques ou de structures en escalier uniforme. Le plus il étudiait les données sonars, moins elles paraissaient naturelles. Certains balayages suggéraient même la présence d'espaces vides à l'intérieur de l'anomalie. Si cela s'avérait vrai, la théorie glaciaire s'effondrait totalement. Les roches ne renferment ni couloirs ni chambres. Un détail hantait Dennis plus que tout le reste. Un vide obscur sous une section partiellement effondrée de la structure. Les plongeurs décrivaient ce qui ressemblait à une ouverture menant vers une salle interne. Chaque tentative d'approche se soldait par l'aggravation des pannes matérielles, un froid glacial et une visibilité qui s'effondrait. La Baltique elle-même ne faisait qu'épaissir le mystère. Cette mer est l'un des plus grands coffres-forts archéologiques au monde, préservant épaves et vestiges anciens dans un état remarquable. À proximité repose le navire de guerre Mars, resté quasiment intact après des siècles d'immersion. Pourtant, l'anomalie se distinguait de tout le reste sur le plancher océanique. Le terrain environnant était plat et sans relief, rendant la structure géométrique géante encore moins naturelle. Dennis a également remarqué d'autres zones étranges à travers la Baltique, où les sonars se comportaient de manière erratique et où les relevés magnétiques fluctuaient violemment. Les autorités ont mis cela sur le compte de munitions de guerre non explosées et d'armes chimiques immergées, mais Dennis affirmait que l'anomalie était antérieure à tous les conflits modernes. Il y a 14 000 ans, l'endroit était une terre émergée surplombant un paysage préhistorique. Cette possibilité changeait totalement l'interprétation. Peut-être la structure n'était-elle pas du tout un objet s'étant écrasé. Peut-être s'élevait-elle autrefois hors du sol, bâtie par une civilisation oubliée avant que la montée des eaux n'engloutisse la région à la fin de la dernière ère glaciaire. Göbekli Tepe avait déjà forcé les historiens à repenser les capacités humaines anciennes. Dennis commença à se demander si l'anomalie de la Baltique représentait un autre chapitre perdu, enfoui sous l'océan.
Les effets psychologiques sur les expéditions n'ont fait qu'intensifier la peur entourant le site. Les membres d'équipage décrivaient des maux de tête, des troubles du sommeil et un sentiment de malaise accablant dès qu'ils pénétraient dans la zone morte. Les pêcheurs locaux auraient évité certaines coordonnées depuis des générations, mettant en garde contre des boussoles s'affolant et des obstacles invisibles accrochant les filets. Pour Dennis, l'anomalie a cessé d'être une chasse au trésor il y a bien longtemps. Elle est devenue une obsession, un fardeau et peut-être un avertissement. De récentes expéditions ont rapporté des phénomènes encore plus étranges. Au-dessus de la structure, la température de l'eau chute à des niveaux anormalement bas par rapport aux zones environnantes. La vie marine évite totalement les environs immédiats. Dennis affirme également que des navires et des avions militaires apparaissaient fréquemment près du site pendant les investigations avant de disparaître sans explication. Ce qui le perturbait le plus restait la chambre intérieure, située sous la section effondrée du toit. Pour Dennis, cette ouverture sombre a fait passer l'anomalie du stade de curiosité géologique à quelque chose de bien plus sérieux. Il insiste sur le fait que la technologie moderne pourrait résoudre le mystère rapidement si les chercheurs bénéficiaient d'un accès illimité. Des drones sous-marins de pointe cartographient déjà l'Antarctique et les fosses océaniques profondes avec une précision incroyable. Pourtant, chaque tentative majeure pour étudier l'anomalie semble s'effondrer face à des problèmes de financement, des retards de permis ou un silence institutionnel. Dennis ne cherche plus à convaincre tout le monde qu'il s'agit d'un phénomène extraterrestre ou surnaturel. Il soutient simplement que cela ne cadre pas avec notre compréhension admise de l'histoire. L'anomalie de la mer Baltique repose toujours par 90 mètres de fond sous des eaux d'encre. Les caméras tombent toujours en panne. L'électronique rend toujours l'âme. L'impulsion de 5 Hz continue d'émettre régulièrement depuis les ténèbres. L'écoutille demeure scellée. La chambre située en dessous reste inexplorée. Et après des années de silence, Dennis Asberg a enfin admis ce qui le terrifie le plus. La Baltique ne cache peut-être pas une ruine. Elle garde peut-être quelque chose.